Dans le Var, plusieurs départs de feu attisés par des vents violents, appuyés par des canadaires. 150 pompiers sont sur le terrain. Des incendies provoqués par l'imprudence, les premiers incendies de la saison. En Corse, où de nombreuses stations sont à sec, la levée du blocage des dépôts de carburant est prévue pour demain matin. En attendant, à Ajaccio et à Bastia, c'est la panne sèche, ou presque. C'est demain que s'ouvre au public l'Agence française de l'adoption, une autre voie pour ces milliers de familles qui souhaitent adopter à l'étranger. Elles seront désormais soutenues, accompagnées. Une structure pour faciliter les démarches. 26 000 familles actuellement sont en attente d'un enfant. C'est la saison des mariages et les Français cassent souvent leur tirelire. Un mariage inoubliable, c'est d'abord la robe. Les couturiers s'y sont mis comme Lolita Lempicka. Elle déploie son talent et son savoir-faire pour une collection pleine de grâce et de féminité. À Cannes, Oliver Stone, le réalisateur américain, présente les premières images de World Trade Center avec Nicolas Cage, le premier film qui met en scène les attentats de New York, ni documentaire ni fiction. Oliver Stone raconte l'histoire vraie de deux officiers new-yorkais montés dans les tours jumelles le jour du 11 septembre. Oliver Stone, connu pour ses films contestataires, est notre invité. Madame, Monsieur, bonsoir. On commence ce journal par ces premiers incendies de la saison dans le sud. Un scénario désormais connu, le vent en rafale et l'imprudence sont à l'origine de ces quelques départs de feu. D'importants moyens ont été déployés. Les canadaires sont entrés en action, 150 pompiers à pied d'œuvre et qui restent vigilants. Reportage à Saint-Martin-du-Var, Olivier Théron, Frédéric Serrelli. Les flammes s'engouffrent dans les vallons. En 2 jours, le vent a asséché la végétation. Les arbres s'enflamment très vite. Les pompiers des Alpes-Maritimes se sont placés en protection des habitations. Saint-Martin-du-Var est en proche périphérie de Nice. Rapidement, c'est une centaine d'hommes qui sont déployés. Bon, j'ai situé le départ de feu, donc... Ce sont les habitants qui ont donné l'alerte un peu avant midi, affolés par la progression rapide des flammes. Ça s'est arrêté à 50 cm du pin. Si le pin prend, vous avez vu toute la lignée là de pin. Il y a tout qui prend. Alors on a eu peur, on est sorti. On a les tuyaux partout. On a branché de suite les tuyaux des 2 côtés de la maison et on a fermé toutes les fenêtres au cas où il y avait un appel de feu. Pendant que les pompiers sécurisent les abords des habitations, les gendarmes ont trouvé les imprudents à l'origine de l'incendie. Ils ont ce matin brûlé quelques herbes et ensuite dans l'après-midi avec la reprise du vent, le feu a dégénéré, mais c'est accidentel. La lutte contre ce premier feu a été difficile. Les canadaires n'ont pas pu intervenir à cause des lignes de tension. Malgré tout, en fin d'après-midi, l'incendie est fixé. C'est le premier incendie pas gros parce que bon, il a fait que, même si c'est toujours trop, 5 hectares. Et c'est effectivement le premier feu sérieux sur la saison. Et aujourd'hui, nous avons eu à déplorer un certain nombre de départs de feu significatifs. 4 autres départs de feu dans tout le département des Alpes-Maritimes ont nécessité le déploiement de 400 pompiers, des canadaires et des trackers. Ce soir, tous les feux sont maîtrisés, mais le département reste en alerte. À Marseille, la vengeance est donc à l'origine de l'incendie qui a ravagé un immeuble, provoquant la mort d'une mère de famille et de ses 2 enfants. Les 3 suspects, toujours en garde à vue, seront sans doute mis en examen dans la soirée. À Créteil maintenant, cet autre incendie, mais celui-ci d'origine accidentelle. Le feu a pris dans un immeuble hier soir, provoquant la mort d'une jeune adolescente. 6 personnes ont été sérieusement intoxiquées. François-Julien Piednoir, Marie Cazot. Une rafale de vent, une lampe halogène qui tombe sur la moquette. En quelques secondes, un appartement s'embrase et la fumée étouffe tout l'immeuble. Une adolescente de 13 ans est décédée dans la nuit. 6 autres habitants de l'immeuble, dont une femme enceinte, ont été intoxiqués. Il y a des gens qui ont été paniqués et qui sont descendus par l'escalier, chose qu'il ne fallait pas faire. Et je pense que c'est ces gens-là qui ont été intoxiqués, quoi. Cette femme et ses 2 enfants n'ont pas été intoxiqués grâce à un bon réflexe. On s'est mis sur le balcon, on a tout calfeutré et on s'est mis au fond de l'appartement. Vous n'êtes pas sorti? Ah non, du tout, il ne faut jamais sortir. Il ne faut surtout pas sortir dans les escaliers. Car la cage d'escalier peut devenir un piège mortel. Si les flammes tuent, la fumée plus innocente en apparence est tout aussi meurtrière. Conseil des pompiers, fermez la porte et restez chez vous. On prend quelque chose, un chiffon, une serpillière, une serviette mouillée, et on l'installe en bas de la porte pour éviter que les fumées s'engouffrent à l'intérieur de l'appartement. Et on se dirige vers les fenêtres pour attendre les sapeurs-pompiers, tout simplement. Sachez qu'une porte résiste en moyenne 2 à 3 heures face aux flammes, le temps généralement suffisant aux pompiers pour venir secourir les personnes restées chez elles, comme la plupart des habitants rescapés la nuit dernière de l'immeuble de Créteil.
Le coup de vent qui a touché une partie de la France depuis hier a fait une victime. Un plaisancier porté disparu au large du golfe Jouan. Le petit voilier qu'il avait loué s'est échoué sur les rochers ailleurs Brotan, sur le Calvados et la Manche à Saint-Lô. Le chapiteau du cirque Bouglione s'est effondré. Les pompiers ont multiplié les interventions. Enfin, au large de Nice, le trimaran de Pascal Bidgori a chaviré alors qu'il était en tête de la première manche du trophée des Alpes-Maritimes. Tous les navigateurs ont été récupérés sains et saufs. La Corse a bel et bien frôlé la panne sèche. En fin d'après-midi, on a appris que la levée du blocage des dépôts de carburant est prévue demain matin. Depuis jeudi, les grévistes empêchaient l'accès aux dépôts qui ravitaillent l'île et les stations autour d'Ajaccio et de Bastia sont à sec. Julien Beaumont. À sec, mais plus pour très longtemps. Alors que la pénurie de carburant commençait à gagner toute la Corse, les porteurs du journal Corse Matin ont levé leur blocus sur les 2 dépôts pétroliers de l'île. Voilà 4 jours que les grévistes empêchaient l'approvisionnement des stations-service. Ils réclament notamment de meilleurs salaires. Le blocus est levé, mais leur détermination intacte. Ils doivent rencontrer mardi la direction du journal. Un échec des négociations dès mardi conduirait l'intersyndicale à prendre des décisions beaucoup plus dures. Des grévistes que les acteurs du secteur touristique ont tenté de ramener à la raison pendant tout le week-end. Il faut dire qu'en ce moment, la saison commence sur l'île de Beauté et qu'avec la pénurie d'essence qui menaçait, les touristes s'apprêtaient à rentrer sur le continent. Je crois qu'il faut être raisonnable, c'est toute l'économie qui en pâtit et que nous, à cette vitesse, on ne pourra que péricliter, ce n'est pas possible, on ne pourra pas se développer. Dès demain matin, 4 heures, les camions-citernes pourront à nouveau entrer dans les dépôts. Côté station-service, tout devrait rentrer dans l'ordre dans la journée. Dans l'affaire Clearstream, après une fausse alerte hier soir où des policiers sont venus en repérage, le général Rondeau est toujours à son domicile de Meudon. Après avoir refusé de se rendre à une première convocation jeudi dernier, ce militaire spécialiste du renseignement pourrait être contraint de témoigner, y compris par la force. Le général Rondeau attend. Olivier Caroff, Lionel Langlade, Marie Cros. Il s'attendait à d'autres visiteurs. Hier soir, le général Rondeau descend de chez lui persuadé qu'il va être arrêté. Depuis une demi-heure, 2 policiers parcourent sa résidence, demandent les codes d'accès, vont jusque sur son palier. Mais lorsqu'il sort plus personne, c'est la fin de 25 ans de discrétion absolue. Son avocat, lui, s'était immédiatement rendu au pôle financier. Jeudi dernier, c'est là que Philippe Rondeau était convoqué. Il n'était pas venu. Depuis, les juges avaient demandé le droit d'utiliser la force publique. Hier soir, les policiers se sont contentés d'un repérage, puis ils sont partis. L'occasion de constater que le général Rondeau est paré pour son audition forcée. Il a même préparé son sac. À l'intérieur, un casse-croûte, une bouteille d'eau et son livre préféré. L'auteur Laurence d'Arabie, aventurier, espion légendaire. Le titre, Les 7 piliers de la sagesse. Il compte, paraît-il, en faire profiter les juges Duy et Ponce lorsqu'ils se décideront à le faire venir entre 2 policiers. Sur le fond, les 2 juges l'ont déjà entendu une vingtaine d'heures. Philippe Rondeau s'est dit écœuré par le déroulement de cette audition et les fuites dans la presse. Depuis, il refuse de répondre aux questions des magistrats, sauf en présence de son avocat. Mais un simple témoin, convoqué pendant l'instruction, n'a pas ce droit. Une personne convoquée comme témoin est tenue de comparaître, est tenue de prêter serment et est tenue de déposer devant le juge d'instruction. Le général Rondeau, lui, ne l'entend pas ainsi. Allez. Ce soir, il attend toujours les policiers chez lui. Et puis, autre protagoniste de l'affaire Clearstream, Jean-Louis Gergorin séjourne quelques jours à Londres. Il reste à la disposition de la justice, confirme son avocat. Nouveau référendum sur le droit de vote des étrangers après la ville de Saint-Denis. C'est Stein aujourd'hui qui a organisé cette consultation qui n'a pas d'autre valeur que symbolique. Les résultats viennent de tomber, 65% pour le oui. Alexandre Cara, Diane Richard. Madame Oussala Djalamid habite Stein depuis plus de 30 ans. Pour la première fois de sa vie, elle s'apprête à voter. Vous avez reçu votre carte d'électeur. Oussala, épouse Jad Hamid. Ici ? Oui, c'est ça. Oui. Comme elle, 2500 étrangers non européens participent à ce scrutin, aux côtés des citoyens français. Ils habitent avec nous à Stein, donc j'estime qu'ils ont droit de vote comme tout le monde, quoi. Voter aujourd'hui, pour moi, c'est comme si la France a décidé d'enlever tous les sourcils dans ma tête. Un scrutin illégal mais maintenu par le maire malgré les risques de sanctions. Nous savions en prenant la décision d'organiser un référendum que le préfet nous déférerait devant le tribunal administratif. C'était pas une surprise, mais
Nous en assumons pleinement la responsabilité. Et puis bon, comme vous pouvez le constater, le scrutin se déroule normalement, dans toute sérénité. Il y a 2 mois, Saint-Denis avait organisé le premier référendum du genre. Après Stein, les autres villes communistes de Seine-Saint-Denis devraient suivre. On parle souvent d'intégration, on parle de devoirs pour les résidents étrangers, il faut aussi parler de droits. Et je pense que des hommes et des femmes qui vivent en France depuis des années, j'ai rencontré un couple, ça fait 50 ans qu'ils sont en France, c'est la première fois qu'ils votent. Ils ont le droit de décider avec nous du sort de leur ville, mais aussi, j'ai envie de dire, des destinées de la France. Scrutin illégal, mais vote symbolique pour le Parti communiste, qui entend bien faire du vote des étrangers l'un de ses arguments de campagne pour 2007. L'actualité à l'étranger qui pourrait marquer la fin définitive de la Yougoslavie. En effet, le Monténégro choisit aujourd'hui par référendum de devenir ou non un État indépendant vis-à-vis de la Serbie. Ce débat dure en fait depuis plusieurs années. Les indépendantistes, selon les sondages, seraient en tête. En tout cas, déjà une certitude, une forte participation. Reste à savoir à qui elle profitera. Bernard Lebrun. Une certitude, on a voté en masse aujourd'hui dans ce petit pays des Balkans de 650 000 habitants. Même cette dame de 102 ans a fait le déplacement. À 17h30, la participation dépassait 77% des inscrits. Mais à qui profitera-t-elle? Voici Milo Djukanovic, Premier ministre et partisan du oui à l'indépendance du Monténégro. D'où le retour du drapeau rouge-orangé frappé d'un aigle dans ses meetings. Pro-européen, il considère que Belgrade nuit à l'intégration dans l'Union. Mais le résultat du scrutin sera très serré. Ici, c'est le drapeau serbe qui domine et l'on veut maintenir le Monténégro dans l'union avec la Serbie. Un bureau de vote, 2 drapeaux, avec pour enjeu la fin du démantèlement de la Yougoslavie. 1990, la fédération yougoslave, c'était encore 5 républiques. 1991, Slovénie, Croatie et Macédoine font sécession. 1995, après 3 années de guerre, la Bosnie-Herzégovine est indépendante. 1999, c'est la crise dans la province du Kosovo. Aujourd'hui, seul le petit Monténégro liait encore son sort à celui de Belgrade. Et Podgorica, la capitale, qui pendant 47 ans s'appela Titograd, de retenir son souffle. L'Europe, qui a fixé les règles de ce référendum, redoute une énième crise dans les Balkans, d'où l'exigence sans précédent que le oui l'emporte avec 55% des suffrages au minimum. Les bureaux de vote fermeront ce soir à 21h. Mais quels que soient les résultats, cette équipe de foot qui s'entraînait aujourd'hui à Belgrade demeurera en Allemagne l'équipe de Serbie-Monténégro, car sélectionnée comme telle pour le Mondial 2006. Contre le sida, une parade musicale à travers les rues de Paris, une quarantaine d'artistes sur des scènes ambulantes entourées de 500 000 personnes, organisées par Solidarité Sida avec ce message: demander l'accès aux médicaments pour les pays pauvres touchés par le virus. Nathalie Sapena, Christian Leroux. Un cri contre les ravages du sida en Afrique. Benabar, sur un char dans les rues de Paris, chante cet après-midi pour les 40 millions de personnes qui vivent avec le sida dans le monde sans traitement. C'est curieux de voir que le sida voyage en avion, pas les médicaments. C'est-à-dire que la Terre est petite maintenant, donc il faut vivre tous ensemble et pas forcément se rejeter. 40 artistes, 500 000 personnes ont répondu présents à l'appel de Solidarité Sida. La musique et la fête avec un objectif politique. L'aide aux malades du Sud doit devenir un enjeu de l'élection présidentielle. Contrairement aux idées reçues, les jeunes sont capables de se mobiliser sur ce terrain-là, et pas que les jeunes. C'est-à-dire qu'on est plus nombreux qu'il y paraît à ne pas s'en foutre de ces millions de malades qui vivent en sursis. Emblème de cette parade, l'Ivoirien Tiken Jafakoli. Lui a vu sa demi-sœur mourir du sida. Message reçu 5 sur 5 par le public, fans et militants. Nous, on a de la chance par rapport aux pays défavorisés et il faut leur montrer qu'on les soutient et qu'on les aide et qu'on n'est pas égoïste, quoi. Le sida tue 3 millions de personnes par an, majoritairement en Afrique. Et puis à Vienne, toujours au bénéfice de la lutte contre le sida, le Live Ball, une gigantesque fête à laquelle participaient des stars internationales comme Catherine Deneuve, Sharon Stone ou encore la top modèle Naomi Campbell.
Marcher contre la leucémie pour la 4e année se déroule à Paris et dans d'autres villes. Cette opération fédérée par l'association Laurette Fugain qui tente de sensibiliser l'opinion aux dons de plaquettes. La parade parisienne s'est achevée par un concert réunissant Faudel, Dave, Morane, mais aussi Laurent Baffy et Jean-Marie Bigard. Sauver des malades en donnant de son sang les plaquettes indispensables dans le traitement contre la leucémie et dont la durée de vie est de 5 jours oblige à renouveler sans cesse les stocks. Témoignage d'un donneur et d'un receveur au centre d'hématologie de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, Benoît Gadret, Philippe Yvet. La chambre est stérile et pour y entrer, les infirmières doivent soigneusement s'équiper. Bernard Falco souffre d'une leucémie. C'est sa 3e chimiothérapie. Un traitement lourd qui nécessite des transfusions régulières de plaquettes. Si je me coupe, si j'ai quoi que ce soit, si j'ai pas suffisamment de plaquettes, eh ben je me saigne, quoi. Dans ce service d'hématologie, on traite les maladies de la moelle osseuse. Les thérapies lourdes pratiquées ici empêchent le corps de produire des plaquettes, un composant sanguin indispensable. Quand on n'a pas de plaquettes, on ne peut pas vivre parce qu'on est menacé par l'hémorragie, et notamment une hémorragie au niveau du cerveau ou des méninges, donc une hémorragie extrêmement grave. Il faut donc un apport extérieur. C'est l'objet de la collecte effectuée chaque jour par l'établissement français du sang. Le don de plaquettes est indolore, il nécessite un peu plus de temps qu'un simple don du sang, entre 1h30 et 2h. Je pense que tout le monde peut trouver 2 heures dans une journée pour venir ici. Ce ne sont pas 2 heures perdues. Si un jour j'ai besoin de plaquettes, je sais qu'il y a des gens qui le font pour moi, donc je fais pour les autres de la même façon. La durée de vie des plaquettes n'est que de 5 jours. Il faut donc alimenter en permanence les stocks, multiplier les compatibilités avec toute la palette de groupes sanguins. On manque de donneurs, on aurait plus de donneurs, on aurait moins de difficultés à sélectionner les produits les mieux adaptés aux malades. Des malades qui, comme Bernard Falco, savent à quel point leur vie dépend des autres. Je ne peux pas remercier les gens parce que je ne les connais pas. Je pense que je ne les connaîtrai jamais. Et c'est pour ça que je dis merci beaucoup, merci, quoi, parce que voilà. C'est demain que s'ouvre au public l'Agence française de l'adoption, une autre voie qui va permettre enfin à ces milliers de familles qui souhaitent adopter à l'étranger de se sentir soutenues, accompagnées, une structure pour faciliter les démarches, éviter les erreurs et les intermédiaires douteux. Globalement, en finir avec ce parcours du combattant que subissent tant de parents à la recherche d'un enfant à aimer. François-Julien Piednoir, Marie Cazot. 2 rayons de soleil illuminent aujourd'hui le jardin et la vie de ce couple. 2 filles tant désirées, Sambat et Elona. Ils sont allés chercher la première dans un orphelinat au Cambodge. 18 mois d'attente, d'aller et retour et de tergiversation. Quelques kilos de papier sur main, des années de procédure aussi, de coups de fil, de messages. Enfin, c'est très très lourd quand même, oui, c'est très très lourd. Découragé, démuni, Patrick fera même une grève de la faim avant d'obtenir gain de cause. Malgré le parcours du combattant, pour leur première fille, ils décident à nouveau d'adopter. Et c'est le même scénario pour Elona. On n'a pas d'écoute, on a des fonctionnaires qui réagissent en fonctionnaires, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens administratif. En France, en 2005, sur 8000 demandes d'adoption, 5000 familles ont obtenu satisfaction. Inaugurée jeudi dernier, l'Agence française de l'adoption sera une sorte de guichet unique. Elle assurera le relais entre les familles et les pays étrangers rassurés de s'adresser à une agence. L'agence apportera aussi informations et conseils aux parents et les aidera dans leurs démarches administratives en France et sur place. La création de la FA va pouvoir donner une aide à ces adoptants. Une aide pour savoir sur quel pays se diriger et savoir comment va se passer à peu près l'adoption. Au départ, pour nous, ça a été la grosse inconnue. Qui c'est, Nola? Et Nola et Sambat semblent aujourd'hui épanouis d'avoir trouvé des parents. 25 000 familles en France sont prêtes à accueillir un tel regard d'enfant. En Égypte, le leader de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a rencontré la ministre israélienne des Affaires étrangères et Shimon Peres, vice-premier ministre depuis janvier dernier. La victoire du Hamas, c'est la première réunion officielle à ce niveau avec en perspective un sommet entre Mahmoud Abbas et Ehud Olmert, le premier ministre israélien.
Jacques Chirac se rendra en milieu de semaine prochaine au Brésil, une visite de 2 jours dans ce pays devenu 3e producteur mondial d'OGM. Au Brésil, où les organismes génétiquement modifiés ont été partiellement légalisés depuis 2 ans. Le Brésil qui produit 50 millions de tonnes de soja par an, dont plus d'un quart est transgénique. Reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Coq, Gilles Jacquet. On dit souvent du Brésil qu'il a vocation à devenir la ferme du monde. Le soja est le produit phare d'une économie d'exportation en pleine expansion. Mais la surproduction a fait chuter les prix et la baisse du dollar rogne les bénéfices. Alors les paysans ont de plus en plus souvent recours aux OGM, 30% moins cher à produire que le soja conventionnel. Le soja traditionnel nous coûte trop cher en herbicides. Avec lui, les mauvaises herbes sont plus résistantes. Ici, dans l'état du Paraná, 25% du soja cultivé est déjà transgénique. Par rapport à son coût de production, le soja conventionnel ne nous rapporte pas assez. Alors de plus en plus, la tendance est à l'emploi de semences modifiées. Le gouverneur du Paraná, adversaire des OGM, a bien tenté d'en interdire la culture et l'exportation. Mais la justice fédérale lui a donné tort, suivant en cela la décision du président Lula d'autoriser le soja transgénique. Pour rassurer les clients anti-OGM, le port de Paranaguá a organisé 2 filières d'exportation. Les camions chargés de grains sont systématiquement contrôlés à l'entrée de la zone portuaire. S'il est signalé comme transgénique, il rejoindra la filière transgénique. S'il est présenté comme conventionnel, on fait un test pour s'assurer que c'est le cas. Les écologistes, qui accusent le gouvernement brésilien d'avoir cédé aux multinationales de l'agro-industrie, dénoncent les risques de contamination par les OGM, ce dont se défendent les responsables du port. On fait tout pour éviter ce risque, y compris en réservant une partie de nos installations d'embarquement aux OGM, pour éviter qu'ils ne contaminent les produits conventionnels. L'an dernier, Paranaguá a exporté plus de 5 millions de tonnes de soja, essentiellement vers la Chine et l'Europe. Du soja conventionnel, mais pour conquérir la première place devant les États-Unis, le Brésil se dirige petit à petit vers le tout OGM. Football, à 3 semaines de l'ouverture du mondial, les 23 bleus sélectionnés ont rejoint Tignes en Savoie au programme balade au grand air, soins et entraînement. Les choses sérieuses commencent. Manuel Tissier, Yann Ouane. Chambéry ce soir, première étape vers l'Allemagne. Raymond Domenech et ses 23 joueurs lancent l'opération Coupe du Monde. Direction Tignes, comme en 98 et en 2002. Et les nouveaux n'ont même pas le trac. Non, il n'y a pas de trac. Je suis détendu comme d'hab. Peut-être après, mais pour le moment, ça va, je suis tranquille, quoi. Patrick Vieira, lui, est un habitué de la station alpestre. Comme ça, Zidane et quelques autres, l'un des 6 champions du monde de la liste est arrivé en voiture. Certains ont même choisi l'intimité des vitres fumées. Une culture du secret décevante pour la centaine de supporters venus encourager leurs idoles. Beaucoup d'efforts pour apercevoir le crâne et le dos de Fabien Barthez. Un peu déçu d'avoir fait tant de kilomètres pour ça, mais bon. Bah oui, c'est sympa, mais bon, il passe vite fait, hein. Il passe vite fait. Hein. Bon, c'est bien pas s'il y a beaucoup d'arrivées, là. Bah, ça fait drôle, oui, parce que d'habitude on les voit à la télé. Il faut dire que les Bleus sont venus chercher la tranquillité. La plupart sont en famille, avec femmes et enfants. La station est quand même fermée normalement cette semaine, donc on a déplacé la crèche au sein même de l'hôtel, avec des spectacles pour enfants, etc., qui sont prévus tout au long de la semaine, et puis pour les accompagnantes, toutes les parties wellness et sport qu'ils peuvent pratiquer sur Tignes. Dans la fraîcheur de Tignes, Raymond Domenech et les Bleus sont venus chercher un peu plus que l'air pur et le repos. Il s'agit aussi, pour le sélectionneur, de faire de ces 23 personnalités une équipe, tisser un lien social, créer la foi pour soulever des montagnes. À la parade des avions de la Seconde Guerre mondiale qui ont fait une démonstration sous le regard de centaines de passionnés qui ont désormais au musée de l'air une nouvelle aile. Nicolas Châteauneuf, Mathias Barrois. Après 40 ans de pilotage, Jean-Claude Faure a volé sur presque tous les avions. L'amarrage, on le garde. Le tube pitot pour la vitesse est parfait. Et pourtant, celui qu'il contrôle aujourd'hui avec tant de minutie a dans son cœur et dans l'histoire une place à part. Eh bien voilà, je pénètre à l'intérieur de cet avion et on fait un saut en arrière en 1943, puisque cet avion est exactement dans l'état de la construction 1943, y compris tous les instruments.
Cet avion, c'est le Junker 52, l'avion à tout faire de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Un vétéran, un survivant reconstitué avec patience et minutie par une équipe de passionnés. Tout dans l'avion jusqu'au moindre cadran est d'époque. On retrouve les odeurs d'antan avec l'huile, une odeur particulière d'huile et d'essence, le mélange d'huile et d'essence qui quelquefois rend un petit peu malade à bord. Ce matin, les moteurs ont un peu de mal, mais les mécanos sont à l'œuvre. C'est une vieille dame, il faut la bichonner, la chérir, y porter toute son attention, sinon vous avez les pires ennuis. Comme avec toutes les femmes d'ailleurs. Elle est partie comme une horloge. Enfin, c'est le décollage. Direction l'aéroport du Bourget et le musée de l'air et de l'espace. 40 minutes de bonheur et de vibration au-dessus de Paris. Au sol, l'avion est attendu par une foule de passionnés. Uniforme d'époque, orchestre de jazz, pour faire honneur aux nombreux avions de la Seconde Guerre mondiale qui rejoignent aujourd'hui le musée de l'air. C'est très intéressant de voir la réaction des gens qui sont autour des machines en disant « Ah oui, j'ai connu quelqu'un qui a volé là-dessus, c'était un mec formidable ». Bon, mais c'est ça qu'on recherche, c'est provoquer une émotion. Ces avions fascinent car ils racontent aussi une histoire, celle des pilotes qui les ont fait voler au risque de leur vie il y a plus de 60 ans. On se marie plus tard qu'auparavant et les Français cassent souvent leur tirelire pour s'offrir un mariage inoubliable, en moyenne 12 000 € pour l'ensemble de la fête. Mais d'abord, pour réussir un mariage, il faut trouver la robe et les couturiers s'y sont mis. Visite privée dans l'atelier de Lolita Lempicka. Elle déploie tout son talent et son savoir-faire pour une collection pleine de grâce et de féminité. Estelle Collin et Christophe Vignal. Tout a commencé pour Lolita Lempicka par « Il était une fois ». Pas étonnant alors qu'elle habille les princesses les vraies et celles d'un jour. La mode, ça m'a toujours tenu à cœur depuis toute petite. Donc là, je pense que j'y étais une fois, voilà, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Sa conception des robes de mariée, une cérémonie secrète. Légère et délicate, ces robes fleurissent ici. Là où elle a inventé cette fameuse coupe en biais, celle qui fait son succès, celle qui suit le corps sans jamais le marquer. Son savoir-faire, faire du neuf avec du vieux. Tout ce décolleté, c'est fait avec des petits bonnets d'enfants, de bébés du début du siècle. En fait, c'est des robes de mariée, mais on pourrait croire qu'on les a sorties de la malle de sa grand-mère. Justement, en parlant de ma grand-mère, j'ai bien aimé recycler des dessus de lit. Et celui-ci, j'ai fait toute une série comme ça de robes. Et celui-ci, c'est vraiment celui de ma grand-mère. Aujourd'hui, de Tokyo à New York, de Londres à Shanghai, la prêtresse du rétro-chic a trouvé son public. Mais il n'est pas question de mariage sans couvre-chef. Dans l'atelier de chapellerie Michel, fondé en 1936, on façonne feutres épailles, prêtes à séduire une clientèle tellement exigeante qu'elle peine à trouver en boutique chapeau à sa tête. Des heures de travail pour des pièces uniques, mais rien n'est trop beau pour séduire son prince charmant. Les corsets, les chaussures à talons, les coiffures des fois qui font un peu mal et qui rentrent dans la tête, le coiffeur qui tire un peu trop les cheveux, on s'en fiche, ce qu'on veut c'est on veut être belle. Et quand on aime, c'est bien connu, on ne compte pas. Les Français seraient même assez dépensiers, 3 milliards d'euros pour 270 000 mariages chaque année. Le sur-mesure de ces artisans du rêve a visiblement encore de beaux jours devant lui. Le concours Eurovision de la chanson hier soir sur France 3, un palmarès qui décoiffe. C'est un groupe heavy metal finlandais qui s'est emparé de la victoire du jamais vu. Depuis un demi-siècle, la très sage Eurovision s'est emballée. Alban Mikosi. En principe, le concours de l'Eurovision, c'est ça. De ravissantes norvégiennes et de sémillants maltais rivalisent dans la ritournelle sentimentale sur des chorégraphies directement issues des années 80. Hier soir, rien à redire, sauf que la candidate ukrainienne avait manifestement emprunté la jupe de sa fille. Bref, la soirée s'écoulait tranquillement lorsque Michel Drucker annonça le groupe Lordi. Attention les yeux. Et là, c'est plus pareil. Lordi est un groupe de heavy metal du cercle polaire. Des textes sataniques assortis aux tenues grand guignol et les effets spéciaux qui vont bien avec.
Pour ce groupe dans lequel il semblerait bien qu'il y ait une femme. Le plus incroyable dans l'histoire, c'est qu'ils ont finalement gagné le concours. C'est une victoire pour le rock, mais c'est aussi une victoire pour l'ouverture d'esprit. Au même moment, dans les rues d'Helsinki, une foule estimée à au moins 3 personnes exprimait sa fierté. Et quant à Virginie Pouchin, notre championne, elle se classe 22e sur 24 avec 5 voix. Autant dire qu'elle double notre score de l'an dernier. Encore bravo à elle. Cannes rend hommage ce soir à Oliver Stone, le réalisateur américain connu pour ses films contestataires, présentera à cette occasion les premières images de World Trade Center avec Nicolas Cage, un film dont on n'a pas fini d'entendre parler, ni documentaire ni fiction. Oliver Stone raconte l'histoire vraie d'officiers new-yorkais montés dans les tours jumelles le jour des attentats du 11 septembre. Avant de rejoindre en direct Oliver Stone, tout d'abord un extrait de ce film qui sortira à la fin de l'été. Tableau de service pour ce mardi 11 septembre. La journée est classée verte. Consigne habituelle, faites attention à vous et protégez-vous mutuellement. Nous avons reçu ce matin des informations non confirmées indiquant qu'un avion se serait écrasé sur l'une des 2 tours du World Trade Center. On a été préparé à tout. Sauf à ça. Pas à quelque chose de cette ampleur. Il n'y a aucune procédure. Ok, écoutez-moi. On doit faire évacuer la tour. Qui est volontaire? Un pas en avant. J'en suis, sergent. Moi, j'y vais. Sergent. D'accord. Suivez-moi, restez coupés. Toujours la lumière. Et en direct de Cannes, Oliver Stone, bonsoir. World Trade Center n'est ni un documentaire ni une fiction sur les attentats de New York. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit plutôt d'une transcription au cinéma d'une réalité? Au fond, quelle est votre définition? Bon, écoutez, c'est une dramatisation parce qu'en fait on a travaillé de façon très proche avec 2 policiers, on a suivi leur vie, la vie de leurs enfants également. C'est également l'histoire d'un sauvetage assez improbable, assez incroyable, quelque chose qui s'est passé lorsqu'un homme d'affaires américain qui est descendu du Connecticut pour aller à New York et a mis son uniforme, il s'est rasé, il est devenu un Marine alors que ce qu'il était avant tout simplement pour aller les sauver, les retrouver. Et donc il y a plusieurs histoires en parallèle dans ce film. Alors Oliver Stone, j'ai envie de dire, il fallait oser. Il fallait oser mettre en image le 11 septembre, en tout cas en faire un film, on vous le reprochera sans doute. En tout cas, vous avez pris un vrai risque. Quel est le sens de votre démarche ? Le sens de ma démarche, c'était de se rappeler, d'aller voir les témoins oculaires qui étaient sur place, parce qu'en fait, ils font partie de ceux qui ont survécu. Rares sont ceux qui ont survécu. 3000 sont morts, et donc ils étaient au cœur de cette tour, et c'est eux qui nous ont raconté cette histoire. Donc les survivants se rappellent toujours des morts.
Alors le film sortira en septembre prochain, cela fera donc 5 ans. Pour vous, l'Amérique en a terminé avec la période de deuil. Les attentats sortent de l'actualité pour en quelque sorte entrer dans l'histoire et dans le patrimoine. Oui, vous savez, il était grand temps parce que les conséquences du 11 septembre ont touché le monde entier pour ce qui est de la situation politique du monde à l'heure actuelle est liée au 11 septembre. Et donc je pense qu'en tant que réalisateur, en tant qu'artiste, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, eh bien il faut réfléchir aux conséquences du 11 septembre. C'est important. Et vous savez, ce film ne traite pas de questions politiques, ne revient pas sur les causes, mais ce film réfléchit plutôt à la bonté et à l'héroïsme qui existe dans chacun de nous. Et c'est précisément ça le point de départ. Il a fallu commencer là. C'est précisément la raison pour laquelle je suis ici à Cannes. Lorsque nous avons fait Platoon il y a une vingtaine d'années, c'est tout pour rendre hommage aux gens qui étaient tombés. Et ça, c'est la même chose. Alors vous avez fait dans votre carrière de nombreux films qui dénoncent les scandales et les erreurs des États-Unis. À chaque fois, vous avez besoin de confronter l'Amérique à ses blessures, de toucher là où en fait ça fait mal. Non, bien au contraire. Platoon, au départ, c'était un film qui a aidé les gens, qui les a aidés à penser leurs blessures, et ça leur permet de se souvenir et de se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé avec le 11 septembre? On en a fait un mythe. Tout le monde considère un petit peu le 11 septembre comme étant quelque chose de politique ou d'idéologique, et chacun l'utilise à ses propres fins. Mais non, là, ça n'est pas l'idée. L'idée, c'est de montrer la réalité telle qu'elle a été. On essaye de regarder ce qui s'est passé. On ne veut pas exagérer les choses outre mesure. On ne veut pas non plus sous-estimer ce qui s'est passé. On essaye simplement de voir au départ ce qui s'est passé. Tout bonnement. Oliver Stone, une dernière question. Il y a 2 ans à Cannes, Fahrenheit 911, le brûlot anti-Bush de Michael Moore. Cannes, est-ce que c'est une bonne plateforme et une vraie rampe de lancement vers l'Amérique? Non, pas forcément, non. Le 11 septembre ou Fahrenheit 9/11, c'était quelque chose de tout à fait différent. C'était un film très politique, très politisé. Contre Bush, là, rien à voir, non. Les 2 officiers qui étaient piégés dans les décombres ont peut-être voté pour Bush, je ne sais pas. Ce n'est pas tant la question qui m'intéressait. Ce qui est important, là, dans ce film, c'est de se rappeler de la déconstruction de la réalité. Merci en tout cas Oliver Stone d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Et puis pour terminer, ce succès incontestable de la Nuit des musées pour cette 2e édition à l'initiative du ministère de la Culture. 1 200 000 visiteurs en France qui ont pu découvrir autrement une partie de notre patrimoine artistique. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite la météo de Laurent Romeshko. 20h50 FBI portée disparue. Excellente fin de soirée sur France 2.